La tradition prend une certaine distance ou n'entretient pas des relations de proximité très grandes avec ce qu'on appelle, si vous voulez, la simple technologie. Autrement dit, tous les actes de la vie quotidienne, c'est pas seulement dans l'acte de soigner, dans l'acte de manger, dans l'acte de se marier, dans l'acte de parler à quelqu'un, dans l'acte de se situer par rapport aux uns et aux autres, c'est-à-dire ceux qui sont plus âgés, moins âgés, ceux qui sont des hommes, des femmes. Tous ces actes sont des actes pleins de sens, ont une signification. Et d'ailleurs, cette signification est privilégiée par rapport à l'acte en lui-même, l'acte de soigner, de traiter. Donc, et même quand on utilise des médicaments, des écorces, des plantes, des feuilles, il y a tout un rituel d'accompagnement montrant qu'il y a des choses qui sont profanes et d'autres qui sont sacrées. Et que le monde dans lequel nous vivons, de toute façon, dans notre comportement, disons, il y a quelque chose de l'ordre du respect, de l'ordre de la reconnaissance, de l'ordre du sacré, puisque tous les hommes sont unis et sont très soudés les uns aux autres. Ça explique en grande partie, finalement, que ces sociétés-là, dites traditionnelles, sont plus cohésives. Alors, c'est ça qui fait une société traditionnelle, par rapport aux sociétés modernes, où le monde est morcelé, il est analytique, et on donne l'importance à l'efficacité uniquement technique. On ne veut pas voir qu'il y ait d'autres significations derrière le médicament que l'action pharmacodynamique, par exemple, du médicament. Ce qui n'est pas du tout le cas en Afrique. Autrement dit, un médicament, ce n'est pas uniquement un médicament, c'est plus qu'un médicament. Parce que ça a une signification. Ça parle à quelqu'un et à tous quelque part. Par conséquent, ça a une autre dimension qui est la dimension purement profane, technique, utilitaire, pharmacologique ou autre. Alors moi, je ne suis pas étonné. Donc vous verrez ainsi des tradipraticiens aller en brousse pour chercher une écorce, pour chercher, disons, des feuilles. Il y a tout un discours activateur. C'est comme s'il y avait une sorte de relation, sachant qu'on parle de l'hypothèse selon laquelle on considère dans les pays traditionnels que l'univers est un univers lié et non pas un univers morcelé, comme par exemple en Occident, dans les sociétés hyper technologiques. Par conséquent, quand il va chercher ses feuilles, ses racines, ses écorces, il parle à l'arbre. Et le fait de parler à l'arbre, de dire ses intentions, de lui expliquer, c'est comme s'il l'intégrait à part entière dans une nature cohérente, dans un cosmos, dans un univers lié. Et par conséquent, il vient, il prélève. Mais il s'excuse presque de prélever. Ensuite, le fait d'avoir fait dans un sens et non pas dans l'autre, disons son opération, a une signification que lui, il connaît. Et finalement, c'est comme en même temps s'il disait une parole, et la parole semblerait avoir un rôle d'activation sur l'écorce, la feuille qui servirait de médicament. Donc le médicament n'est pas que médicament sur le plan pharmacologique, c'est un médicament dans lequel on a introduit de la parole, donc du sens en fait. C'est pourquoi est-ce que ce comportement semble bizarre à quelqu'un de l'extérieur ou un occidental qui vient, etc. Qui ne croit qu'à l'action immédiate matérialiste, si vous voulez. En fait, je préfère employer ce terme-là. Finalement, au lieu de parler de sacré à proprement parler, je dirais plutôt l'Africain traditionnel, tout comme le tradipraticien, n'est pas matérialiste au sens occidental du terme. C'est-à-dire qu'il ne croit qu'à la matérialité de la nature. Indépendamment de la matérialité de la nature, il y a autre chose, il y a quelque chose en plus, il y a du sens qui est véhiculé ou qui est supporté par l'arbre, par l'ensemble du village, par l'ensemble de la communauté. Voilà, c'est la raison pour laquelle, finalement, bon, il y a un acte de parole, parce qu'il y a du sens, indépendamment de l'aspect purement matériel des objets, des choses qui nous entourent. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà. Pour l'instant, c'est très bien. Ce que je voulais vous montrer, c'était à la fois une action donc, où une femme stérile, après avoir été à l'hôpital, parce que là, je me suis aperçu aussi que les Africains,
quand ils vont à l'hôpital, ils ont besoin d'avoir une action, une réponse rapide. Et si la réponse n'est pas assez rapide, ils vont automatiquement chez le Ganga. Ou même sans ça d'ailleurs. Et là, donc on rentre dans un discours qui est difficile pour l'Européen, où on parle de serpent, un serpent dans le ventre, et donc un arc-en-ciel nocturne, donc et on rentre dans tout le domaine de la sorcellerie. Quoi. Non, on ne rentre pas dans le domaine de la sorcellerie, on rentre dans le domaine symbolique gabonais, parce que là il s'agit du Gabon. C'est un domaine symbolique où le serpent a une signification, où l'arc-en-ciel a une signification. Vous ne pouvez pas, avec la symbolique occidentale, comprendre ce que c'est que l'arc-en-ciel, comprendre ce que c'est que, disons, le serpent, ou parfois le Kong, comme on dit au Cameroun. Ça dit une sorte de ver qui se promène dans la tête et tout ça. Si vous essayez de voir ça avec l'anatomie occidentale, vous ne comprendrez jamais rien. Mais quelle est la signification symbolique de ça? C'est ça qui est important à savoir. C'est-à-dire l'arc-en-ciel, ça signifie quoi? Ça renvoie à quoi? Il faut tout un univers de signification articulé. Alors à ce moment-là, vous pouvez comprendre ce que c'est que l'arc-en-ciel, ce que c'est que le serpent, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas faire de la traduction directe, c'est impossible. C'est pourquoi moi j'ai fait des études de sciences humaines. Vous comprenez? C'est pour pouvoir pénétrer tous ces univers, voir leur mythologie. J'ai étudié ça pendant des années et des années. J'ai fait une bibliographie que j'ai compulsée. Bon, tel mot dans telle langue ne signifiera pas la même chose dans une autre langue. Oui, si ce n'est pas situé dans un contexte bien déterminé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous parlez de la symbolique, oui. Pour comprendre, ça veut dire quoi? Qu'en fin de compte, les Gangas sont des sortes de psychanalystes qui je ne sais pas si ce sont des psychanalystes, parce que ça n'a pas la même formation d'un psychanalyste. Je ne sais pas, moi je ne suis pas tellement partisan du transfert un peu trop subreptice et rapide d'un terme finalement qui signifie quelque chose dans une société déterminée, dans un autre univers où ça n'a aucune signification. Vous direz psychanalyste, vous expliquerez ça à un Ganga, il ne saura pas ce que c'est. Vous comprenez, puisque la pratique n'existe pas. Alors pourquoi transférer cette pratique typiquement occidentale dans le monde symbolique ou dans l'univers des pratiques africaines? Vous voyez, c'est là où ça ne va pas, déjà. Alors, mais donc il faut accepter. Ouais. Non, leur symbolique tout simplement. Vous voyez, une psychanalyse rapide, c'est certainement pas ça. Une psychothérapie, c'est un mot suffisamment souple et large pour englober toute forme de psychothérapie. Mais quand vous dites psychanalyse, c'est une des formes les plus stylisées de la psychothérapie occidentale. Vous voyez? Tandis que le mot psychothérapie est suffisamment large pour que vous puissiez l'employer aussi bien chez les Amérindiens, en Inde, en Afrique, en Europe naturellement, qu'en Amérique. Mais si vous mettez, disons, la détermination psychanalyse, immédiatement, ça renvoie à une pratique qu'on connaît ici en Occident et qu'on ne pratique pas ailleurs. Oui, par conséquent, il faut employer un autre terme qui soit plus adéquat à ce que vous avez envie de dire, ou à la réalité locale. Alors, je vous repose la question différemment. Alors reposez. Donc, qu'est-ce que vous pouvez penser? Donc, est-ce que le Ganga a un rôle donc, un peu de psychothérapeute avec toute la symbolique qui est chargée dans son... Et qu'il connaît. C'est surtout ça qui est important. C'est qu'il connaît la symbolique, comment l'univers est organisé, c'est-à-dire qu'il connaît toute la mythologie, comme toutes les sociétés ont des mythologies. Hein. Il y a une mythologie à l'origine de la terre, du ciel, etc. Il n'y a qu'à regarder la Bible, mais il y a d'autres mythologies. Hein. Il y a des mythologies individuelles. C'est les scénarios qu'on se raconte, les histoires qu'on se raconte à soi-même pour se tirer d'une difficulté ou pour s'expliquer l'inexplicable. Bon, toutes les sociétés, toutes les cultures ont à la base nécessairement toute une mythologie, si vous voulez, une série de mythologies qui expliquent l'origine de l'univers, d'où vient-on, où va-t-on, etc. Pourquoi l'homme est ceci. Par exemple, l'homme est fait à l'image de Dieu. Bon, vous voyez, je ne veux vexer personne, mais ça répond à des questions de ce genre-là, des questions de fond. Vous voyez, en disant nous sommes issus d'Adam et d'Ève, etc. Par la suite, il y a toute une péripétie d'Adam et d'Ève, etc. C'est comme la mythologie édipienne. Bon, pour la psychanalyse, c'est très important. Vous comprenez? C'est ça. Ça explique l'origine, en quelque sorte, finalement, ou la formation de notre psychisme, avec les différents stades que Freud a bien explicité dans tous ses ouvrages. Mais personne n'ira jamais contrôler ça. De toute façon, c'est une mythologie rationnelle, c'est un ensemble de symboles, quoi, finalement. Hein, c'est tout. C'est ça qui est important. C'est donc la signification qui importe, beaucoup plus que la réalité crue des choses. C'est comme, si vous voulez, le mythe d'Adam, c'est la même chose. Personne ne demande à expliquer. La pomme et tout ça, ça a une signification symbolique. Le serpent, ça a une signification symbolique. Le fait d'être chassé de l'Éden, ça a une signification symbolique. C'est comme le mythe de Prométhée. Dans les sociétés occidentales,
qui sont des sociétés industrielles et tout ça. C'est le mythe de Prométhée. Vous savez que Prométhée est allé voler aux dieux le feu et les secrets de la forge pour le donner aux hommes. Pour être puni, il a été condamné à se faire dévorer le foie par des vautours sur une montagne. Bon, c'est une interprétation, pas une explication, parce que ça ne peut pas être une explication, mais une interprétation de l'origine de la technologie, du feu, de la forge et de l'industrie humaine, avec toute la connotation psychologique qui est attachée. Parce qu'à partir du moment où vous avez volé le machin, hein, bon, il y a une certaine culpabilité qui est, entre, bon, dans l'univers chrétien en tout cas, vis-à-vis du Créateur. Adam est coupable vis-à-vis finalement du Créateur parce qu'on leur avait dit de ne pas toucher aux fruits défendus. Hein, vous voyez. Bon, Édipe aussi c'est la même chose, il y a la culpabilité, parce que finalement le petit Édipe, il est un peu incestueux, il a envie de coucher avec sa mère, bon voilà, il y a une culpabilité par conséquent, et du type édipien, vous voyez, qui vous suit ou qui vous suivrait, mais c'est une construction intellectuelle de toute façon. Alors toutes les sociétés donc, pour revenir à notre propos, ont besoin de constructions intellectuelles du type mythologique, symbolico-mythologique, pour interpréter l'origine, ou pour interpréter des choses qu'on ne peut pas interpréter autrement. Nous ne sommes pas dans le domaine de l'explication du type scientifique, mais nous sommes sur des problèmes de type métaphysique, et de type, disons, d'anthropologie religieuse finalement. C'est-à-dire d'où vient-on, où va-t-on, comment on va finir, est-ce qu'il y a un jugement dernier, bon, vous voyez, il y a des gens qui croient à ça et qui organisent leur existence en fonction de ça. De même, en Afrique aussi, il y a des croyances de ce type-là, mais elles ne sont pas de même... elles ne sont pas de même contenu, naturellement. C'est-à-dire les symboles ne s'inventent pas, il n'y a pas le symbole universel, moi j'y crois pas. Hein. Les symboles, on les construit grâce à un langage, grâce au fait qu'on est inséré dans une histoire, et puis bon, ben, on se donne comme symbole, c'est-à-dire comme parole chiffrée, un certain nombre d'éléments de ce genre-là pour permettre d'expliquer l'ici et le maintenant, la souffrance, le mal, le malheur, mais aussi le bien, etc., etc., etc. Oui, c'est un autre registre. Mais est-ce que vous pensez que le travail praticien, le Ganga, a une fonction importante? Il a une fonction extrêmement importante. Un Ganga subit toute une formation, toute une initiation, et puis bon, il est chargé de décrypter finalement la réalité, du moins au niveau symbolique, de tout ce qui vous arrive de bien comme de mal. C'est ça son rôle. C'est-à-dire on peut parler du mal finalement que si on connaît la symbolique du mal finalement. En gros, ça revient à ça. C'est comme, si vous voulez maintenant faire des comparaisons, c'est comme le psychanalyste occidental qui fait la psychanalyse d'un occidental, il a intérêt quand même à connaître toute la symbolique finalement analytique du mal, voilà, du mal ou du bien, hein, voilà. Qui est toujours amené d'ailleurs à l'Édipe et tous les drames et toutes les péripéties qui tournent autour de l'Édipe, hein, voilà. Et donc sa fonction est importante parce que... C'est exactement pareil. Parce que, donc, pour revenir au Gabon, donc, le peuple gabonais a toujours... A confiance. A confiance donc, par rapport entre deux médecines, puisqu'il a à la fois le choix de la médecine officielle et la médecine officielle dite occidentale, et ce qu'on appelle la médecine indigène. Il revient toujours à la médecine indigène. Comment ça se fait? C'est une question de racine? Mais c'est pas une question, c'est une question qui est tout à fait normale. Parce que, bon, disons, l'idéologie dominante actuelle dans tous les pays africains, à 80%, ça je peux en témoigner, hein, 80%, ce sont les croyances traditionnelles qui l'emportent sur les croyances de type moderne. D'autant plus que les croyances de type moderne, il n'y en a pas tellement si les grandes religions révélées, c'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire le christianisme, je ne sache pas qu'il y ait d'autres réservoirs de symboles que, disons, ces deux grandes religions, disons, importées. Mais elles sont importées. Et les gens sont encore fortement impressionnés par, disons, les contenus symboliques de l'idéologie en cours et qui est valable au niveau de toutes les populations et qui d'ailleurs permet aux gens de communiquer entre eux, de savoir qui se marie avec qui ne doit pas se marier avec qui. Ça fait partie de tout un ensemble. Bon, alors le Nganga est censé connaître tout ça, les règles matrimoniales, les échanges, les interdits et tous ces trucs-là. Tous les Africains sont sensibles à ça, même si ils vont à l'université ou bien quelle que soit la fonction qu'ils occupent. Bien souvent, ils sont ambigus et contradictoires d'ailleurs. J'en parle d'autant plus facilement que moi-même, je suis un Africain et que je suis passé, mais moi j'ai choisi il y a longtemps d'être plus proche des populations, de leur idéologie. Je n'ai pas à changer leur idéologie, je suis là pour constater et essayer de comprendre l'idéologie des populations auxquelles j'appartiens.
Alors c'est tout le drame, en fait, de la plupart des techniciens, médecins, ingénieurs ou autres, finalement qui font leurs études en Europe et qui viennent et qui se mettent en quelque sorte contre les positions réelles de leur propre population. Je me demande d'ailleurs comment elles peuvent ainsi l'aider. Et je ne comprends pas qu'un psychiatre puisse faire de la psychiatrie en Afrique sans connaître le monde symbolique africain. Comment on se marie. Moi, j'ai contribué à donner des cours, à discuter avec des étudiants quand j'étais au Gabon, là-dessus. Viens vous voir en africain en vous Oui. disant à vous, psychiatre, j'ai un serpent dans le ventre. Oui. Pour vous, en tant que médecin, c'est pas forcément un délire. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit un délire? Moi, je n'appellerais pas ça un délire. Et puis d'ailleurs, ça sert à rien de dire délire ou pas délire, hallucination ou pas hallucination. Hein? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de comprendre pourquoi elle dit qu'elle a un serpent dans le ventre. Et qu'est-ce que c'est que le serpent? Et que signifie le serpent? Et je remonterai ainsi, je ferai de l'analyse régressive, jusqu'à aller consulter des gens qui sont les détenteurs des connaissances traditionnelles. Qu'est-ce que ça signifie, disons, dans telle population du Gabon, le serpent? C'est ça qui est important, c'est pas de dire c'est délirant, pas délirant. Oui, ça c'est à la limite, moi je dirais ça, c'est délirant, que d'en rester là. Ça prouve vraiment qu'on n'a pas tellement de matière grise. Hein. Donc c'est pas de dire c'est hallucinatoire, c'est pas hallucinatoire, c'est le contenu de l'hallucination qu'il faut essayer de rattacher à quelque chose qu'on puisse comprendre. Parce qu'un psychiatre, jusqu'à preuve du contraire, il doit d'abord comprendre son patient et non pas lui imposer ses propres schémas. Moi, ça ne m'intéresse pas de dire que quelqu'un délire ou il a telle hallucination, qu'elles sont colorées ou ne sont pas colorées. C'est de savoir dans ces hallucinations quelle est la signification symbolique de tous les éléments qui composent cette hallucination ou qui structurent un délire ou qui constituent un délire. C'est beaucoup plus intéressant, ça nous fait beaucoup mieux avancer que de dire c'est un délirant et puis voilà, c'est étiqueté puis terminé. Alors, peu importe, pour moi, un psychiatre, ça ne m'avance à rien de dire, c'est délire. Mais quand j'ai dit le délire, je n'ai même pas commencé à bien poser le problème. Il faut que ce soit bien clair, ça. Et tant que je n'aurais pas su la signification de ce serpent dans la culture traditionnelle, dans la mythologie traditionnelle, dans les légendes ou autres, je n'aurais pas compris ce que signifie un serpent. À quoi ça renvoie un serpent? Ça ne me servait à rien de dire c'est une hallucination, c'est un délire, tout ça. Ça ne m'avance pas. Je trouve que c'est bête comme type d'attitude, et un peu immature d'ailleurs. Là, je suis très sévère, mais je l'ai toujours été. J'étais perçu comme ça. Hein, moi, quand j'ai des choses à dire, je les dis carrément. Hein. Il faut un minimum de réflexion quand même. Hein. Alors, avant-dernière question, je voulais que vous me donniez, alors, en tant qu'Africain là, oui, votre sentiment sur le fait qu'en Afrique, il est difficile pour l'homme noir d'accepter sa culpabilité. C'est pour ça qu'en fin de compte... Non, il n'accepte pas sa culpabilité, parce que sa culpabilité, d'abord, il faut prouver qu'elle existe. Oui, il est difficile d'accepter sa culpabilité. C'est comme si la culpabilité était une donnée subspecie aeternitatis. Comme si c'était un donné d'avant. Ça, c'est culturel. Votre propre expression est une expression culturelle, parce que vous croyez que la culpabilité, c'est quelque chose qui est donné à l'avance. Et puis maintenant que, bon, il y a les uns qui les acceptent, les autres ne les acceptent pas. Moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, comment je fais? Au lieu de dire, je vais aller essayer de décrire l'Édipe africain. Je n'ai pas de préjugés du tout. Je vais plutôt décrire les relations intensives qu'il y a entre une mère, dans la constellation familiale, entre une mère, son fils, peut-être sa fille. Je vois quelle est la dynamique relationnelle. Je les observe de manière systématique avec un protocole et tout ce que vous voulez. Et après, je vous dirai quel est le scénario le meilleur pour rendre compte de ce type de relation avec les conflits éventuels. Mais je ne viendrai pas plaquer directement le problème de l'Édipe. L'Édipe, c'est un concept qui a été fait en Occident jusqu'à preuve du contraire. Or, tous les concepts, mon vieux, ils ont un enracinement. À partir du moment où ils n'ont pas un enracinement, c'est du zéro, et puis c'est tout. Mais là, je vous parlais surtout de la culpabilité en général, qui disait que pour l'Africain, si jamais ses enfants travaillent mal à l'école, c'est pas de leur faute. Si jamais s'ils renversent quelqu'un en voiture, c'est la voiture qui est malade et puis c'est pas lui. Ils vont soigner la malade. Eh bien, alors nous allons dans le même sens, puisque moi j'ai toujours essayé de mettre en évidence finalement deux sortes, c'est ce que j'appelle des diades complémentaires. En Occident, ce qui frappe dans toute formation psychologique, aussi bien normale que au niveau de la psychologie sociale, c'est-à-dire des rapports des gens les uns avec les autres et la dynamique de leurs relations à l'intérieur d'une société bien déterminée, ou bien au niveau pathologique,
ce qui est notoire, c'est que vous ne pouvez pratiquement pas avoir un seul malade qui ne présente, pour simplifier, je dirais une dyade notoire qui s'appelle la dépression-culpabilité. En Afrique, tout au contraire, ce qui est notoire, un miroir en quelque sorte, c'est on constate l'existence dans toute action africaine, et chez le malade africain aussi en particulier, une dyade qui répond à la dyade dont je viens de vous parler là, et qui s'appelle la dyade dépression-persécution. C'est-à-dire quand quelque chose arrive à un Africain, c'est une constatation banale, il dira qui est en train de me persécuter, quel est celui qui me veut du mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'accepte pas sa culpabilité. Vous voyez, la manière de poser le problème est complètement différente. Mais moi, je parle de la réalité qui est là. Je ne dis pas qu'il accepte quelque part, comme si la culpabilité était une donnée en soi comme ça, qui flottait et tout ça. On promènerait en quelque sorte une sorte de satellite autour de toute la population. Alors ces populations acceptent la culpabilité, celles-là n'acceptent pas. Non, ça ne se pose pas comme ça. Je vous disais tout à l'heure, c'est que en France, enfin en Occident, on va dire. Hein, disons en Occident. En Occident, donc on bat sa coupe en disant qu'est-ce que j'ai fait de mal voilà. à prochain. Alors que... En Afrique, on se dit qui est en train de me persécuter, qui est en train de me vouloir du mal, qui est en train de m'empêcher d'être ministre, qui est en train de m'empêcher de réussir mes examens, même au quotidien. Alors, a fortiori, ça se retrouve dans la maladie mentale. J'ai entendu au Gabon, en particulier, je me rappelle, lors de mes premières visites, c'était dans les années 70, j'ai vu un malade en disant « Docteur, on est en train de me vampirer ». Vous n'entendrez jamais ça à Paris, à Orléans, ou à Berlin. Je suis vampiré. Je ne veux pas retourner au village parce qu'il y a trop de vampireux au village. C'est-à-dire des gens qui vous font des trucs à distance. Soit une parole activée, soit des maléfices, soit des choses de ce genre-là, pour faire un échec à la puissance à exister, à la puissance de vie. Alors ne pas avoir des enfants, ça fait partie du malheur. Donc c'est quelqu'un qui est nécessairement responsable. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il fallait voir quelle est la symbolique de ce serpent-là. C'est quoi? C'est qui? Et vous le trouverez que si vous allez demander ça aux Nganga ou des gens qui ont la culture traditionnelle. Alors, est-ce que ça veut dire que le Ganga, il est le seul en Afrique? Non, il est l'un des meilleurs. Il n'est pas le seul. Mais parce qu'il a plusieurs relations. Il est intermédiaire, non, entre... Il est intermédiaire. Par sa formation, par son initiation, peut-être par disons, des qualités personnelles. Il est l'intermédiaire entre le visible et l'invisible. En tout cas, il est chargé d'expliquer l'origine du mal dans la société. Voilà. Son rôle, c'est ça qu'on attend de lui. Or, tous les Africains, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau, ils se posent la question du mal de la manière suivante. Qui est en train de me persécuter? Puisque ça ne va pas bien, je perds de l'argent. Mes camions, si je suis transporteur, sont en train de s'embourber et de tomber dans l'Ogooué ou des trucs de ce genre-là, qui est en train de me faire du mal à ce moment-là. En Europe, on aurait dit, quel est le chauffeur, hein, c'est la faute du chauffeur, c'est la faute de qui? Là, on ne dit pas c'est la faute d'un tel, on dit c'est un tel qui est en train, par jalousie, par des affects négatifs, comme on dit, par jalousie, par méchanceté, par tout ce que vous voulez, est en train de me faire du mal. En fait, il y a une cohérence dans un cas comme dans l'autre. Mais en Afrique, c'est notoire, c'est pas la culpabilité, en tout cas, cette culpabilité radicale, je ne parle pas de la culpabilité de celui qui a volé une noix de coco ou un truc de ce genre-là, la culpabilité juridique, il ne s'agit pas de ça non plus, qui est coupable parce qu'il ne s'est pas bien occupé de ses enfants, il ne s'agit pas de cette culpabilité, mais une culpabilité plus ontologique, plus fondamentale. Immédiatement, tout Africain, dès qu'il lui arrive, on le déstabilise d'une manière ou d'une autre, il ne réussit pas, il échoue, il a ses enfants qui meurent en bas âge, tout de suite on cherche quel est celui qui est en train de perturber l'ordre ou l'ordonnancement des relations traditionnelles au sein de la société ou au sein de la famille. C'est souvent d'ailleurs un proche. Pourquoi c'est un proche? Parce qu'ils sont tellement proches les uns des autres qu'ils peuvent agir les uns sur les autres. Alors on peut facilement imaginer que le persécuteur de l'homme, c'est un membre proche de sa famille. Ça, c'est l'évidence quotidienne. Mais si vous voulez traiter ça avec la psychanalyse, moi je vais bien. Hein. Mais ça n'a aucun sens. Quand vous dites que le Ganga est l'intermédiaire entre le visible et l'invisible, est-ce oui. que ça veut dire aussi qu'il est aussi l'intermédiaire entre oui, l'homme et le sacré? Entre l'homme et le sacré, oui, le Ganga est intermédiaire entre l'homme et le sacré. Pourquoi? Parce que bien souvent,
il y a des cérémonies qui vous permettent de vous réconcilier avec l'ancêtre. Alors le sacré en Afrique, hein, c'est l'ancêtre, le sacré typique. Hein. Le reste, c'est accessoire. Mais le sacré typique, c'est-à-dire celui qui est vraiment en dehors de tout ce qui est de l'ordre du profane, de l'impur, de tout ce que vous voulez. Hein, pour employer des termes occidentaux qui ne sont pas d'ailleurs valables. Bon, il y a des rituels d'apprêtement, des rituels préparatoires, des rituels pour se débarrasser de toute souillure, etc. Il y a toutes ces notions-là. Mais le véritable sacré, c'est l'ancêtre. Alors Ganga peut être intermédiaire. Et l'initiation aussi, d'ailleurs, c'est ça. Hein, parce que même dans le Bhuti, en fait, disons, les maîtres initiateurs, à quoi veulent-ils vous faire aboutir? C'est à la vision de l'ancêtre. C'est ça. C'est-à-dire, on fait le lien entre l'enfance, le néophyte, c'est-à-dire celui qui n'est pas encore homme réalisé, ou qui est un homme banal qui n'a pas été initié. C'est initier quelqu'un, c'est de le faire monter vers l'ancêtre. Si vous voulez, l'iboga n'est qu'un support permettant cela. Ça vous met dans un état d'excitation, si vous voulez, qui rend en quelque sorte votre esprit perméable et vous permet peut-être d'entrer en communication avec l'ancêtre. Et d'ailleurs, quelqu'un qui est initié, c'est quelqu'un qui a vu l'ancêtre, qui a pu le décrire dans l'oreille du... Hein. Celui qui n'a pas vu l'ancêtre, il est obligé de recommencer. Il a échoué. Voilà. Alors, tout est là. Vous voyez, de manière synthétique, j'essaie de vous résumer ça, mais bien sûr. Mais alors, on va terminer là-dessus, parce que ça me permet effectivement, d'après votre parole, de terminer sur l'iboga, puisque vous m'avez tendu la perche. J'aimerais bien que vous, alors en tant que, puisque vous avez été au Gabon, vous êtes africain, psychiatre, votre impression sur l'iboga, qui est à la fois donc, le fameux bois sacré, l'arbre de vie des Gabonais dans la tradition bouddhique. Donc qu'est-ce que vous pouvez... Oui, dans la tradition bouddhique, il faut savoir qu'il y a plusieurs, finalement, interprétations possibles. C'est-à-dire, au départ, on pense, mais là je crois que c'est établi, au départ, ceux qui connaissaient toutes les vertus de l'arbre de vie, c'est-à-dire l'iboga, c'était les pygmées mais ils l'ont transmis aussi à leurs voisins proches, qui sont des Bantous, mais en particulier les Michogo. Il y a un Bhuti Michogo qui est assez structuré, qui a été d'ailleurs bien décrit par Golnofer et Science. Et puis, il y a le Bhuti Fang. À côté de ça se rattache toute une série de pratiques. Par exemple, disons, dans des pays comme Lambaréné, Port-Gentil, ou bien peut-être même Libreville, il y a des variantes, plus ou moins. Mais tout ça s'attache à un même tronc commun. C'est comment accéder à l'ancêtre quand on a des maladies, des maux, ça ne va pas dans la vie, on ne dort pas, etc., etc. C'est se purifier en quelque sorte, faire mourir, comme on dit, le vieil homme pour que l'homme nouveau renaisse. Tout ça, ça a un point commun. Bon, alors, il y a des variantes selon que ce soit la variante purement pygmée, ou que ce soit la variante Michogo, ou que ce soit la variante Fong, ou que ce soit la variante des habitants, n'est-ce pas, de Libreville, de Port-Gentil. Il y a toute une ethnie là. Oui. Mais là, donc, alors maintenant, qu'est-ce que ça alors le Bhuti, c'est un support. À mon avis, c'est un support. Dans la mesure où peut-être que les Pygmées avaient constaté qu'après avoir consommé une certaine dose, disons, de ce produit-là, ça les rendait beaucoup plus lucides, beaucoup plus forts, défiant le sommeil, la fatigue, etc., etc. Et quand on est dans ces états-là, certainement, on est plus apte à voir le lumineux, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du non-visible habituel. Par conséquent, moi je pense que c'est davantage un support qui permet d'aller à ça. Bon, cela étant, c'est-à-dire qu'après avoir pris du Bhuti, on est ouvert à une nouvelle vie. C'est pourquoi on appelle ça l'arbre de vie. Voilà ce que je pense, si vous voulez, de l'iboga. Donc je ne pense pas seulement à l'aspect purement pharmacodynamique de l'iboga, mais ce que l'iboga permet de faire. C'est-à-dire cette ouverture d'esprit, et avec l'avantage substantiel suivant, c'est que on ne peut pas se droguer à l'iboga. C'est amer. Chaque fois qu'on a à reprendre de l'iboga, c'est vraiment un pinsum. Et je n'ai jamais vu personne qui soit, quand j'étais en tout cas au Gabon, qui soit drogué à l'iboga ou à un de ces alcaloïdes, comme on est drogué par la cocaïne ou par l'héroïne ou par autre chose de ce genre-là.
Par conséquent, c'est une plante tout à fait exceptionnelle, quand même, qui a des qualités telles que, comme j'ai eu souvent à le dire, même si on en absorbe en grande quantité, il y a toujours, sauf exception, il y a toujours des accidents naturellement, sauf exception, on peut vous ramener à la normale grâce à des antidotes ou bien à l'effet tout à fait normal, si vous voulez, du cycle du médicament, comme on dit, n'est-ce pas? Et pour que vous me donniez le mot de la fin de cette interview, est-ce que si je vous dis que est-ce que l'iboga permettrait à l'individu de trouver le sacré qui est en lui? Est-ce que c'est quelque chose qui Mais bien sûr que c'est ça, tout le but de l'opération, c'est ça. En fait, pourquoi on s'initie? On s'initie, c'est pour se rapprocher de l'ancêtre. Celui qui tangibilise le sacré, c'est l'ancêtre. Par conséquent, si on prend l'iboga, c'est pour se rapprocher de la notion de sacré, de lumineux. Par conséquent, la démonstration est faite, oui, c'est ça. Être initié, c'est être le plus proche possible de la parole et de l'être de l'ancêtre. C'est ça, être initié. Quelqu'un de mûr, quelqu'un qui a assumé, comme disent les psychanalystes, ses pulsions partielles et autres, et ses autres grouillements opaques. C'est quelqu'un qui est devenu mûr, c'est quelqu'un qui est devenu adulte, donc c'est quelqu'un qui se rapproche de l'ancêtre. En fait, vous voyez, c'est ça qu'on cherche. Transformer quelqu'un qui est là, hybride, informe, assumant peu ses contradictions, n'ayant qu'une personnalité très problématique. Cette personne-là est très éloignée, en quelque sorte, du sacré. Tandis que quand on est un grand initié, on est proche de l'ancêtre, de la parole de l'ancêtre, de la volonté de l'ancêtre et de l'être de l'ancêtre. Par conséquent, du sacré. Le sacré, en fait, pour les Africains, en particulier pour les bouddhistes, aussi bien pour les Gabonais que pour les autres Africains, le sacré, finalement, c'est essentiellement ce qui est de l'ordre de l'ancêtre et de Dieu. Mais jamais la médiation à Dieu n'est directe, elle est indirecte. C'est par l'intermédiaire de l'ancêtre. Alors donc, le domaine du sacré, soyons bien clairs, c'est le domaine de l'ancêtre et le domaine proprement dit du Dieu. Mais Dieu n'est pas un Dieu personnel comme chez les chrétiens. C'est le Dieu de l'ensemble d'une communauté ou d'une collectivité, voilà, qui lui donne sens, structure, etc. Mais par l'intermédiaire de l'ancêtre. Parce que dans tous les mythes, d'ailleurs, il est dit que Dieu est venu, il a créé le monde, il a institué un certain nombre de choses. Après, il s'est retiré. Mais il a mis à sa place un ancêtre législateur qui est un lieu tenant, qui tient lieu de sa présence. Sa présence est cachée. Le Dieu des Africains, c'est un Dieu en quelque sorte caché. C'est l'ancêtre. C'est à lui qu'on rend des hommages, c'est à lui qu'on adresse des prières, etc., etc., etc. Et personne n'est à l'image de l'ancêtre de toute façon aussi, hein, il faut le savoir. Mais on se rapproche de lui, de sa loi, de son verbe, de sa substance, finalement, quand on a été initié. Et les étapes de l'initiation ne sont rien d'autre que la montée vers le sacré. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Très bien. Voilà. Et qu'est-ce que vous, quand il y a un blanc quand vous savez, maintenant il y a des blancs qui viennent beaucoup se faire initier. Bien sûr. Est-ce que pour vous, en tant que psychiatre, ouais, est-ce que par exemple, c'est parce que ce sont des gens qui ne trouvent pas la réponse par exemple dans une thérapie ou une psychothérapie occidentale et qui vont chercher dans des structures, dirons-nous, traditionnelles des réponses? Oui, c'est en grande partie ça. Je ne connais pas le tout parce que je n'ai pas discuté avec eux. Moi, j'aime en général parler, je suis un clinicien de terrain, j'aime en général parler de ce que je sais. Je suppose que ces Blancs voulaient, en quelque sorte, faire un certain parcours personnel, un itinéraire personnel. Or, ils ont là, disons, dans ces sociétés traditionnelles, des structures d'accueil. Alors, ils vont là-bas. C'est pour vous dire que vraiment, ça ne pose pas de problème majeur, ça a toujours été ainsi, hein, vous savez. Et puis peut-être ça peut faciliter un certain nombre de compréhensions entre des gens d'univers différents. Mais probablement, s'ils ont éprouvé le besoin d'aller se faire initier, comme beaucoup d'Africains de plus en plus d'ailleurs, des Africains responsables sont des grands initiés, même s'ils ne l'avouent pas. Alors j'ai toujours été frappé par la nullité complète de certains cadres intermédiaires, praticiens quotidiens, qui n'ont pas l'élévation d'esprit suffisante pour étudier à fond, finalement, les croyances, les symboles, les mythes de leur propre société. Comment peut-on être utile à une société si on n'en connaît pas les mythes, les légendes, et fondamentalement les symboles, c'est-à-dire la parole?
On vient avec une parole empruntée de l'extérieur, on est doublement aliéné. Hein. Et puis on vient vouloir l'imposer à ses propres populations. Alors que nous sommes là, en tant qu'intellectuels, aider à faire surgir les éléments d'une identité africaine. Puisque nous avons demandé l'indépendance. Il faut être cohérent. Nous ne sommes pas là pour copier, disons, les valeurs des autres et venir essayer de les plaquer chez nous. D'ailleurs, ça ne marchera jamais. C'est pourquoi moi, je ne m'entends pas avec beaucoup de jeunes qui ne sont pas suffisamment formés, qui sont un peu frêles, disons, d'esprit, qui n'ont pas l'esprit critique suffisant ou qui ne sont pas suffisamment avancés dans leur réflexion personnelle ou dans leur itinéraire personnel, qui veulent aller, disons, dans nos pays africains et appliquer uniquement que les modèles occidentaux, même les modèles en sciences humaines. Je trouve ça effarant. Mais enfin, il faut espérer. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Bon, c'est très bien. Mais ça va, maintenant vous montez ça comme vous voulez. Hein. Oui, mais ça... Vous avez toutes sortes d'éléments pour monter, et je pense que ça a une certaine richesse. Oui, je pense aussi. Ouais. Voilà. Je pense aussi. Pour montrer, il ne faut pas faire de comparaison superficielle. Surtout, je tiens beaucoup aux deux diades que j'ai opposées. Oui, j'ai bien dépression, culpabilité. Ah oui, ça c'est important. Dépression, persécution. Voilà. Donc ça donne des logiques complètement différentes. Oui, qu'on ne peut pas comprendre. Voilà, c'est ça qu'on ne peut pas comprendre. Mais vouloir aller là-bas en essayant de dire ils ne veulent pas accepter leur culpabilité, ça suppose qu'elle existe comme ça, en l'air, la culpabilité. Non, moi je constate que les gens ne parlent pas de ça, ils parlent surtout qui est en train de me persécuter. Quel est le sorcier qui est en train de me bouffer? Quel est le vampire qui est en train de me vampirer? Où sont les vampireux? Ils vont chez le Nganga pour que le Nganga leur dise oui, c'est une affaire de vampirisme. Oui, parce que lui, il a réponse à tout. Il a réponse à tout. Autrement dit, les gens cherchent quoi finalement? En Occident, comme partout ailleurs, quand ils sont dans la merde, ils cherchent une structure d'accueil pour couler leur angoisse. Est-ce que vous comprenez? Un déversoir à leur angoisse. Alors si on leur dit, c'est parce que quand vous étiez petit, vous étiez jaloux de votre père, vous vouliez coucher avec votre mère, mais vous avez peur de l'image terrible de votre frère. C'est une blague. C'est une blague pour enfants de 7 ans. Hein, oui. Mais ça marche, si ça marche, pourquoi pas? En Afrique, on nous dira, non, c'est un vieux monsieur qui est barbu, n'est-ce pas, qui a le machin comme ça, ou qui n'est pas venu te voir et dire, bon, à ce moment-là, son angoisse s'abaisse. C'est pas plus compliqué que ça. Vous aurez dans une autre culture, on vous trouvera autre chose. Oui, parce qu'en fin de compte... c'est une construction. Il n'a pas tellement peur du sorcier. Non. Parce qu'en fin de compte, ça lui permet de développer. Ça lui permet de connaître tout le monde des sorciers. Et d'ailleurs, parfois même, c'est ambigu. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'il a tellement de pouvoir de connaître, de voir, de détecter les sorciers. Qui sait, peut-être il est sorcier lui-même. Ou il pourrait l'être. C'est pourquoi il y a une certaine ambivalence vis-à-vis du Nganga. On l'aime beaucoup, mais on a en même temps peur de lui. Parce qu'on pense qu'il a des pouvoirs occultes. De ce même qu'on a peur du psychanalyste. Hein, si on veut transposer pour illustrer ça, vous montrer ça un petit peu, on a peur de son psychanalyste. En même temps qu'on l'aime bien. S'il ne vient pas, s'il est absent, on se demande, on est curieux de savoir ce qu'il a écrit sur tel sujet, et on reste en épousailles prolongées, et peut-être même inutile pendant 15 ans, voire 20 ans avec lui. Il faut le faire, hein. C'est même puéril, en lui payant des sommes absolument déraisonnables. Vous voyez, les Africains sont déraisonnables peut-être, mais les Blancs sont aussi déraisonnables. Je ne peux pas comprendre qu'un type mûr, un adulte, père de famille, reste en psychanalyse pendant 20 ans, 15 ans, 20 ans. Et pourtant, il y a. Vous trouvez ça raisonnable, vous? Sans que ça donne de résultats. Tangible, en tout cas. Donc ça veut dire qu'à chaque culture, il y a... À chaque culture a ses combines, a ses machins, pour résoudre le problème du mal. C'est un problème insoluble, d'ailleurs. Parce que celui qui pourra me répondre d'où vient le mal, alors là, à ce moment-là, je lui tirerai mon chapeau. Mais moi, je cherche ça depuis que j'ai l'âge de 15 ans.